Le Wisconsin. Une terre de côtes escarpées, de roches sculptées par la nature et de rapides qui serpentent au milieu de forêts colorées. Un État dont la puissance inspire l'un des plus grands architectes des États-Unis et où les récoltes abondantes nourrissent des millions de personnes. L'atmosphère d'ultime frontière plane toujours ici. Connu pour ses industries du bois, de la fourrure et pour son sol fertile, le Wisconsin s'inscrit dans la construction de la nation américaine. Les vagues de colons européens y apportent une grande richesse culturelle, dont les légendaires brasseries de Milwaukee. C'est également ici que deux amis créent une machine emblématique de l'Amérique. Le Wisconsin réserve bien des surprises. Des archéologues y découvrent ainsi les traces étonnantes d'une ancienne civilisation aux rituels mystérieux. Le fleuve est aussi le théâtre d'un massacre perpétré par l'armée américaine. Bienvenue dans un État haut en couleurs, le Wisconsin. Dans le Wisconsin, l'aube a quelque chose d'unique. Les premières lueurs du jour inondent les forêts, les champs et les fermes. Des nuées d'oiseaux s'envolent dans le ciel orangé, tandis que les éoliennes dispersent les brumes matinales. Il y a près de 400 ans, les premiers Européens qui foulent cette terre sont en quête de trésors. En 1634, l'explorateur français Jean Nicolet pagaie dans la baie aujourd'hui connue sous le nom de Green Bay. Une version du récit raconte qu'à l'époque, il cherche une route vers la Chine, où il pense trouver de grandes richesses. Nicolet pose donc le pied sur ces rives sauvages, vêtu d'une tunique chinoise en soie. Il tire plusieurs coups de feu en l'air pour impressionner quiconque l'espionnerait. Des Amérindiens Winnebago sortent des bois et invitent l'explorateur à un banquet. Nicolet comprend vite que la région présente un fort potentiel pour le commerce des fourrures et la revendique au nom du roi de France. Il baptise cette baie la baie des Puants, du surnom donné aux Winnebago par leurs ennemis. Le Wisconsin n'appartient plus à la France depuis longtemps. La ville de Green Bay se situe maintenant à quelques kilomètres de l'endroit où Jean Nicolet a débarqué. À ses débuts, Green Bay n'est qu'un comptoir de commerce perdu au milieu des terres sauvages de l'actuel Wisconsin. Les premiers colons y construisent des habitations simples, comme cette cabane de marchand de fourrure de 1800. Face à des conditions de vie difficiles, les habitants se serrent les coudes. Le musée vivant Heritage Hill State Park montre comment ils vivaient à l'époque. Il y avait une petite église, une fromagerie et les quartiers des officiers. Et plus les bâtiments se sont agrandis, plus les liens entre les membres de cette communauté autosuffisante se sont renforcés.
Cette solidarité a permis aux pionniers de transformer les forêts du Wisconsin en champs fertiles. Des champs toujours exploités par les nombreux fermiers dispersés à travers tout l'État. « 90% des 77 000 fermes du Wisconsin sont des propriétés familiales. C'est le cas de ces champs colorés, près du village de Cranmore, dont le produit phare est la canneberge. La canneberge est le fruit officiel du Wisconsin, qui est d'ailleurs le principal producteur des États-Unis. Les tourbières du centre du Wisconsin constituent un terrain idéal pour cultiver ce petit fruit. La majeure partie de l'année, les étendues de canneberge ressemblent à n'importe quel autre champ. Mais à la saison des récoltes, fin septembre, les cultivateurs déversent dessus une vingtaine de centimètres d'eau pour en faciliter la cueillette. Ces grands tuyaux sont déplacés manuellement d'un champ à l'autre. Une fois la zone inondée, une moissonneuse-batteuse spéciale entre en action. Elle circule dans le bassin inondé et ses bras mécaniques secouent en douceur les plants pour libérer les canneberges. C'est un fermier wisconsinois qui a inventé cette machine, surnommée en Amérique du Nord le batteur à œufs. Comme les canneberges contiennent une petite alvéole, elles remontent à la surface. Voilà pourquoi ces champs prennent soudain cette couleur rouge vif si particulière. Un tracteur souffle ensuite de l'air pour écarter les fruits du bord du bassin. De longs boudins flottants ceinturent les canneberges et les repoussent vers un côté de la tourbière. Ils sont ensuite attachés pour former une sorte d'enclos. Vus du ciel, ces cercles rouges ressemblent à des canneberges géantes. Pour récolter les fruits, les fermiers poussent les canneberges vers une station de pompage. Les fruits aspirés sont envoyés sur des tapis roulants jusqu'à un séparateur qui retire les feuilles et les tiges. Ces canneberges sont alors lavées et triées, puis transportés jusqu'à une usine de transformation ou vers des centres d'emballage et de distribution. La récolte de canneberge du Wisconsin de 2013 est historique. Les cultivateurs ont expédié 5 millions de tonneaux pour une valeur de 280 millions d'euros. Mais ce fruit rouge au goût acidulé n'est pas le seul produit cultivé dans les plaines abondantes du Wisconsin. Depuis les airs, la grande diversité des cultures crée un superbe patchwork. L'agriculture locale est réputée, mais un autre secteur l'est encore plus, l'élevage bovin. Ce n'est pas un hasard si le Wisconsin est surnommé la laiterie des États-Unis. Ce troupeau appartient à l'une des 11 000 exploitations laitières de l'État. Au total, quelques 12 milliards de litres de lait sont produits chaque année, ce qui fait du Wisconsin le premier producteur national de produits laitiers. Une grande partie de ce lait est destinée aux fromageries, comme celle-ci à Monticello. Fondée il y a plus de 100 ans, elle est réputée pour son Munster, l'une des 600 sortes de fromages fabriquées au Wisconsin. Dans le comté de Winnebago, en période de moisson, même quand la nuit tombe, la journée n'est pas terminée. Dans cette région du nord des États-Unis, les agriculteurs travaillent jour et nuit pour récolter les richesses de la terre. Cette moissonneuse rassemble du fourrage. C'est un mélange de grains, d'épis et de balles de maïs qui servira à nourrir les vaches laitières du Wisconsin. Cette machine peut remplir un semi-remorque en quelques minutes. Pour obtenir un rendement optimal, les moissonneuses modernes sont équipées de GPS.
En période de moisson, elles éclairent les champs du Wisconsin jusque tard dans la nuit. Mais jadis, on ne voyait que les lueurs d'un peuple aujourd'hui disparu. Ce peuple mystérieux a laissé des traces de son existence. Sur les rives de la rivière Crawfish, dans le centre-sud du Wisconsin, une forme étrange sort de terre. Un tumulus de 20 mètres de haut qui rappelle étrangement les pyramides à gradins. Ce site est découvert par un colon européen en 1835. Comme il semble d'origine aztèque, il est baptisé Aztlan. Mais depuis, les archéologues ont découvert sa véritable histoire. Il y a 1 millier d'années, un village de 500 habitants occupe la plaine. Il n'a pas été construit par des Aztèques, mais par des Amérindiens de la civilisation du Mississippi qui s'est développée entre les 9e et 16e siècles. Cette civilisation peuple alors une vaste zone qui s'étend de l'actuel Wisconsin jusqu'au golfe du Mexique. Ce tumulus à 2 niveaux comprend des escaliers, supposés mener jusqu'à la maison du chef du village, ou bien à un temple où brûlait une flamme sacrée. Le village était délimité par des palissades recouvertes d'une épaisse couche d'argile. De telles fortifications suggèrent que ce peuple était en guerre. Mais on ne sait pas contre qui. Les fouilles menées dans cette zone ont révélé de macabres découvertes, notamment des ossements calcinés, probablement issus de sacrifices humains. Parmi eux, les restes d'une jeune fille, enterrée avec de nombreux coquillages. Les habitants d'Aztlan quittent les lieux vers l'an 1300. Nul ne sait où ils sont allés, ni pourquoi. D'autres Amérindiens leur succèdent. 20 000 y vivent encore quand les premiers marchands de fourrures européens débarquent sur les rives du lac Supérieur 3 siècles plus tard. À l'époque, les Ojibwés représentent l'une des tribus les plus puissantes. Ils naviguent déjà sur les eaux du Wisconsin à bord de leurs canots, remplacés aujourd'hui par les bateaux touristiques. Les Ojibwés s'intègrent bien dans cet environnement composé d'eau, de grottes et de falaises en grès. C'est là, dans l'ouest du lac Supérieur, que se trouve l'un des joyaux du Wisconsin, les îles des Apôtres. Terre spirituelle des Ojibwés, cet archipel comprend 22 îles de forme et de taille variées. Aujourd'hui, 21 d'entre elles font partie d'une zone nationale protégée. Ce ferry relie le continent à Madeline, l'île la plus grande et la plus développée. Il constitue un lien vital pour les habitants de la ville historique de La Pointe. Au milieu du XVIIe siècle, des explorateurs français y établissent un poste de commerce de fourrure ainsi qu'une mission catholique pour les autochtones. Aujourd'hui, La Pointe est un lieu de villégiature très prisé. L'été, la population y passe de 200 à plus de 2500 habitants. Peu après la création de La Pointe, la fourrure de castor connaît un véritable succès en Europe. Le Wisconsin regorge alors de castors et de chasseurs. Les marchands français décident donc de créer un grand comptoir de commerce sur le fleuve Mississippi, qui constitue aujourd'hui la frontière ouest du Wisconsin. Ils nomment ce poste Prairie du Chien, en hommage à un chef amérindien. Les fourrures y sont livrées par les chasseurs, puis envoyées sur le marché par voie fluviale. Pendant 150 ans,
Ce port très animé aura été au centre du commerce des fourrures dans le Wisconsin. Son quadrillage urbain est toujours visible de nos jours. En 1965, une inondation détruit presque toutes les bâtisses de l'ancienne ville, sauf celle-ci, la Villa Lewis. Cette propriété est l'une des plus anciennes de l'État. Elle est construite en 1871 par Louis Dausman, le fils d'Hercule Dausman, le tout premier millionnaire du Wisconsin. Aujourd'hui, la Villa Lewis est un lieu prisé pour les mariages et autres événements spéciaux. Le charme de cette ancienne ville prospère est directement lié au fleuve Mississippi, qui semble avoir conservé son aspect originel, à la fois calme et sauvage. Ça n'a pourtant pas toujours été le cas. 60 km plus en amont, l'expansion américaine vers l'ouest a connu l'un de ses épisodes les plus sanglants, le massacre de Bad Axe River. Au début du XIXe siècle, les colons s'enfoncent toujours plus loin dans les terres du Wisconsin et de l'Illinois actuel. De nombreux autochtones doivent quitter leurs terres ancestrales pour s'exiler vers l'ouest, de l'autre côté du fleuve Mississippi, sur des territoires bien moins accueillants. Mais au printemps 1832, un millier d'Amérindiens Sauk et Fox retraversent le fleuve en direction de l'est. Leur chef, Black Hawk, refuse le traité qui les force à s'exiler. Avec hommes, femmes et enfants, il veut revenir s'installer pacifiquement sur les terres de l'Illinois actuel. Le retour des Amérindiens avec leurs revendications fait paniquer les colons, qui craignent une invasion hostile. Ils envoient donc la milice d'État et l'armée américaine à la poursuite de Black Hawk. Le 1er août, le chef amérindien et son groupe atteignent les rives du Mississippi, près de l'embouchure de la rivière Bad Axe. Ils y établissent leur campement et prévoient de retraverser le Mississippi le lendemain. Mais au petit matin, ils sont pris par surprise. 1 millier de soldats américains dévalent les collines dans leur direction. Pourchassés par ces troupes armées, les Amérindiens s'enfuient vers le fleuve. De nombreux Sauk et Fox se noient. Les autres tentent de rejoindre la rive opposée. Mais un bateau américain, le Warrior, est déjà sur place. À bord, les soldats tirent sur les fugitifs sans défense et tuent aveuglément hommes, femmes et enfants. Les quelques survivants se cachent dans les îlots dispersés sur cette partie du fleuve. Mais les soldats américains les débusquent et les attaquent à la baïonnette. Au cours de ce massacre, 250 Amérindiens perdent la vie. Black Hawk finira par se rendre. Certaines parties du Wisconsin rappellent étrangement l'Europe. C'est le cas de New Glarus, un petit village alpin perdu dans les collines verdoyantes du sud de l'État. Ce village est fondé au milieu du XIXe siècle par des Suisses venus chercher une vie meilleure en Amérique. Aujourd'hui, les habitants de New Glarus revendiquent fièrement leurs origines helvétiques. Devant une brasserie du village, les instruments traditionnels de ces musiciens résonnent dans la vallée. Le son des cors des Alpes permettait aux paysans suisses de communiquer entre eux d'une vallée à l'autre. Aujourd'hui, ces cuivres servent avant tout à célébrer la communauté européenne installée ici depuis près de 2 siècles.
En 1835, après plusieurs vagues d'immigration, la population du Wisconsin dépasse les 10 000 habitants. Un an plus tard, le Congrès le déclare territoire américain. Une bande de terre entre les lacs Mendota et Monona est choisie pour en accueillir la capitale. La ville est baptisée Madison, en l'honneur de James Madison, l'un des pères fondateurs des États-Unis. En 1848, le Wisconsin devient le 30e État américain, avec pour capitale Madison. En 1917, la construction du Capitole de l'État du Wisconsin s'achève. Son dôme s'élève à 86 mètres, avec seulement 1 mètre de moins que celui de Washington. C'est dans ces couloirs qu'un nouveau courant politique naît au début du XXe siècle. À la tête de la section radicale du Parti républicain se trouve un homme politique opiniâtre, Robert La Follette. C'est un fervent défenseur du droit social et il considère que la politique et l'argent ne font pas bon ménage. Il est à l'origine des premières lois du Wisconsin sur le travail des enfants, les indemnisations des travailleurs et la sécurité au travail. Mais le début du XXIe siècle marque un revirement. En 2011, le gouverneur républicain Scott Walker veut réduire le déficit budgétaire. Il propose une loi pour retirer aux fonctionnaires le droit de négocier collectivement leurs conditions de travail et de geler leurs salaires. Les sénateurs démocrates tentent de bloquer le processus et près de 100 000 manifestants occupent le Capitole. Malgré ce mouvement de contestation, la loi Walker, symbole d'un virage à droite dans l'État du Wisconsin, sera finalement votée. Madison a déjà connu de vives tensions politiques par le passé. L'université du Wisconsin, au bord du lac Mendota, est aujourd'hui paisible. Mais à la fin des années 1960, alors que la guerre du Vietnam fait rage, le site est un lieu de manifestation étudiante pacifiste, jusqu'à ce que l'une d'entre elles s'achève par un acte terroriste meurtrier. En 1970, 4 jeunes activistes anti-guerre se réunissent dans un bar. Ils décident de faire exploser le centre de recherche mathématique de l'armée, situé au cœur du campus, dans le bâtiment Sterling Hall. Le 24 août, vers 4 heures du matin, les comploteurs, âgés de 18 à 22 ans, garent une camionnette remplie d'essence et d'explosifs devant le Sterling Hall. Une gigantesque explosion éventre le bâtiment et tue un jeune scientifique qui travaillait là. Les enquêteurs ne retrouveront qu'un fragment de moteur de la camionnette. Le FBI rattrape 3 des terroristes, mais le 4e, Leo Burt, est toujours en fuite. Près de 50 ans plus tard, il est toujours recherché par les autorités fédérales. L'attentat du Sterling Hall a longtemps marqué les esprits. Loin des activités politiques du campus, les étudiants en agriculture peuvent maintenant se spécialiser. Ils apprennent ainsi à traire les vaches ou à fabriquer du fromage à l'Institut Babcock pour la recherche et le développement international du secteur laitier. Les samedis d'automne, une grande partie des étudiants se retrouvent ici, dans le stade Camp Randall, pour soutenir leur équipe de football américain, les Badgers du Wisconsin. Ces gradins peuvent accueillir jusqu'à 80 000 supporters. C'est le 5e plus grand stade de football universitaire du pays. D'autres établissements scolaires se sont également spécialisés. 2 d'entre eux sont de dimensions bien plus modestes. Il y a d'abord l'école de Watertown, à 60 km à l'est de Madison. En 1856, l'Allemande Margaret Schurz fait elle-même école à sa fille et à ses nièces. Pour accueillir d'autres enfants, elle ouvre dans cette maison une classe pour les tout-petits. Elle l'appellera le Jardin des enfants, en allemand Kindergarten, une expression toujours utilisée aujourd'hui.
Cette autre école se trouve à Ripon, à 120 km au nord-est de Madison. C'est là qu'est né le Parti républicain en 1854. À l'époque, les citoyens libéraux de Ripon sont scandalisés par une loi susceptible d'étendre l'esclavage au territoire du Kansas et du Nebraska. Un soir, une trentaine d'habitants se réunissent dans l'unique salle de classe de l'école de Ripon et décident de former un nouveau parti anti-esclavage. Ils l'appelleront le Parti républicain. Au Wisconsin, les grandes idéologies ne naissent pas uniquement dans la sphère politique. Au début du XXe siècle, deux amis d'enfance de Milwaukee décident de fabriquer une bicyclette motorisée. Leur marque deviendra l'un des symboles les plus connus des États-Unis. Quand octobre arrive dans le centre du Wisconsin, l'air vif, les couleurs automnales et les routes dégagées attirent du monde. Mais pour certains, il n'existe qu'un seul moyen d'en profiter. Sur un 2 roues légendaire créé ici, avec le vent dans les cheveux et quelques compagnons. Pour beaucoup de motards dans le monde, ce cheval de fer constitue un art de vivre. Et c'est sur ces petites routes du Wisconsin que tout a commencé, il y a plus d'un siècle. En 1903, William Harley et Arthur Davidson, deux amis d'enfance âgés d'une vingtaine d'années, fabriquent une petite moto dans le garage de la famille Davidson. Après 2 premières années modestes, la production et les ventes s'accélèrent. Le nom de leur compagnie est alors peint sur la porte de leur petit atelier. En 1906, la jeune société fabrique 50 motos dans sa toute première usine, qui demeure le siège de la firme. Puissance, élégance et innovation technique font exploser les ventes. En 1920, la marque est officiellement le plus grand fabricant de motos au monde, avec plus de 28 000 machines. Aujourd'hui, les usines sont dispersées dans tout le Midwest, mais Milwaukee reste le centre névralgique de cette marque emblématique. Au début du 19e siècle, les colons savent que cet endroit a un énorme potentiel commercial et que celui qui en aura le contrôle deviendra riche. Dans les années 1830, la ville est divisée en 3 colonies. Au nord, Juneautown, fondée par le franco-canadien Solomon Juneau. À l'ouest, Kilbourtown, fondée par Byron Kilbourne. Et au sud, Walker's Point, fondée par George Walker. À mesure que le port se développe, la rivalité entre les communautés s'intensifie. Elle atteint son apogée en 1845 avec un conflit insolite, la guerre du pont de Milwaukee. En 1840, le Parlement territorial décide de faire construire un pont entre Juneautown et Kilbournetown. Mais les deux villes ne s'entendent pas sur les coûts de construction. 5 ans plus tard, des habitants de Kilbournetown démolissent une partie du nouveau pont. En représailles, des habitants de Juneautown pointent un canon sur la maison de Byron Kilbourne et menacent de la détruire. Au cours des semaines suivantes, 2 autres ponts de la rivière Milwaukee sont saccagés. Mais en 1846, les membres des 3 communautés acceptent de se réunir pour former une seule et grande ville. C'est ainsi que naît Milwaukee, du mot indien Milwaukee qui signifie « belle terre ».
Les signes de cette bataille fratricide sont encore visibles. Pour bien se distinguer des deux autres, chaque ville avait adopté un plan urbain spécifique. C'est pour cette raison que l'accès au pont de la ville est souvent précédé d'un léger virage. Pendant la seconde moitié du XIXe siècle, Milwaukee accueille un grand nombre d'immigrés allemands. En 1880, près d'un tiers de ses habitants sont d'origine germanique, un phénomène communautaire unique aux États-Unis. Et tout était adapté. Journaux en allemand, cercles culturels, restaurants et brasseries avec produits du terroir. À la fin du XIXe siècle, Milwaukee devient la capitale américaine de la bière. La ville héberge les plus importantes brasseries du pays. Certaines brasseries remportent même des récompenses de qualité. Pendant la Prohibition, les brasseries doivent se reconvertir. Certains établissements se mettent donc à fabriquer du fromage. Ils reviennent à la production de bière au début des années 1930. L'histoire d'une brasserie créée ici en 1855 raconte que son fondateur, Frederick Miller, serait arrivé d'Allemagne avec les poches remplies d'une levure de bière spéciale. Le bâtiment d'origine est toujours debout, cerné par l'usine moderne qui s'est développée tout autour. Depuis ses locaux à proximité, la société expédie plus de 3 milliards de bouteilles par an dans tout le pays. À côté, l'équipe de baseball locale, les Milwaukee Brewers, évolue dans le stade Miller Park. Le stade de 42 000 places peut accueillir des matchs quelles que soient les conditions météo grâce à son toit amovible. Les panneaux en acier s'ouvrent et se ferment grâce à des rails posés sur l'enceinte du stade. S'il se met à pleuvoir, le stade se couvre en 10 minutes seulement. Sur les rives du lac Michigan se trouve un autre emblème de la ville, le musée d'art de Milwaukee. Son pavillon spectaculaire est conçu en 2001 par l'architecte espagnol Santiago Calatrava, connu en Europe pour ses ponts et ses gares ferroviaires. Comme le site est bercé par l'eau du lac Michigan et du port de Milwaukee, l'architecte imagine une entrée qui rappelle la proue d'un navire. Son toit brise-soleil comprend 72 auvents mobiles. Ces derniers se ferment automatiquement grâce au capteur qui contrôle la vitesse du vent. En automne, la grande forêt du Wisconsin offre des paysages somptueux qui s'apprécient autant d'en haut que d'en bas. Chaque année, les touristes viennent en nombre pour admirer ce magnifique et fugace mélange naturel de rouge, de jaune et d'orange. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, cette zone était entièrement déboisée, sur des dizaines de kilomètres à la ronde. En l'an 1900, près de 8 millions d'hectares sont déboisés. Les pins millénaires ont disparu, mais de nouvelles espèces vont les remplacer. Aujourd'hui, c'est justement cette diversité d'arbres qui orne la région de ses belles couleurs automnales. Les forêts du Wisconsin sont à présent administrées afin de favoriser la productivité à long terme et non plus le gain à court terme. Les Amérindiens Menominee, qui gèrent une centaine de milliers d'hectares, savent bien que leur avenir dépend de ces arbres. Pour que les générations futures continuent d'en profiter,
Ils ont opté pour une production à rendement régulier et maîtrisé. Les arbres coupés sont transférés par camion jusqu'à la scierie de la tribu, où travaillent près de la moitié des actifs de la réserve des Menominee. Grâce au travail des Menominee, leur forêt compte aujourd'hui plus de bois qu'au début de la déforestation en 1854. Les forêts du Wisconsin font partie intégrante de l'identité de cette tribu, comme pour beaucoup de Wisconsinois. La beauté luxuriante naturelle de la région a toujours exercé un fort pouvoir d'attraction. Nombreux sont ceux qui trouvent du réconfort au milieu de ces paysages sauvages. D'autres y trouvent l'inspiration, comme l'un des architectes les plus influents du XXe siècle. En 1911, Frank Lloyd Wright revient sur ses terres natales du Wisconsin. Il décide d'y construire l'une des résidences les plus célèbres des États-Unis. Et il baptise cette villa Taliesin, du nom d'un poète gallois. Il y vivra et il y travaillera pendant 48 ans, jusqu'à sa mort en 1959. Taliesin marque un renouveau dans la vie de Wright. Il s'y installe avec sa maîtresse Martha Borswick et en fait un lieu d'expérimentation. Bon nombre de ses idées sont d'ailleurs inspirées par les paysages alentours. La villa regorge d'innovations aussi audacieuses qu'esthétiques. En témoigne ce balcon en porte-à-faux qui semble suspendu dans les airs. Mais ce havre de paix va se transformer en maison des horreurs. Le 15 août 1914, alors que Wright est absent, Julian Carlton, un domestique sur le point d'être licencié, décide de se venger. L'employé verrouille les portes de la salle à manger, où plusieurs collègues prennent leur déjeuner, et il asperge d'essence cette aile du bâtiment avant d'y mettre le feu. Il trouve ensuite Martha et ses 2 enfants et les tue à coups de hache. 6 des employés enfermés parviennent à sortir par les fenêtres de la salle à manger, mais le tueur les attend dans le jardin. Seuls 2 d'entre eux réussiront à s'échapper. Ce tragique épisode affecte terriblement Frank Lloyd Wright, qui fait pourtant le serment de reconstruire la villa en mémoire de la femme qu'il aimait. En 1925, un deuxième incendie dévaste Taliesin, mais Wright reconstruit de nouveau la maison. C'est aujourd'hui un musée et une école d'architecture. Pour l'architecte visionnaire, comme pour beaucoup d'autres, le Wisconsin est un lieu paisible et propice à la méditation. Les Wisconsin Dells en sont le parfait exemple. Cette gorge longue de 8 km et dans laquelle s'écoule la rivière Wisconsin présente des falaises de grès hautes de 50 mètres. Les Dells se sont formés lors de la dernière période glaciaire. Il y a environ 15 000 ans, un gigantesque barrage de glace s'est brisé. Des millions de mètres cubes d'eau se sont alors déversés dans cette vallée et ont sculpté ses parois. L'histoire du Wisconsin est intrinsèquement liée à l'eau. Depuis le fleuve Mississippi qui borde sa frontière ouest, jusqu'au lac supérieur et ses îles des Apôtres, en passant par les milliers de lacs et cours d'eau qui parsèment son territoire. Mais le Wisconsin, c'est aussi ce bout de terre entouré d'eau, l'une des zones les plus belles et isolées du pays. La péninsule de Dore s'étend sur 130 km au nord-est de Green Bay, jusqu'à la frontière avec le Michigan. Les bateaux qui transportaient le bois du Wisconsin devaient contourner la péninsule pour décharger leur cargaison dans les ports de Chicago ou de Détroit. Ce passage était si dangereux qu'il était surnommé « Death Door », la porte de la mort. Au cours des siècles, des centaines de bateaux se sont échoués sur ces hauts fonds.
Dans les années 1870, pour réduire le trajet entre Green Bay et le lac Michigan, des hommes d'affaires décident de creuser un canal géant à travers la péninsule, le canal de Sturgeon Bay. Ici, le secteur de la construction navale est encore très actif. Les employés des chantiers y construisent et réparent des navires de toutes dimensions. Et une fois la journée terminée, ils peuvent rentrer chez eux et profiter de l'un des plus beaux paysages des États-Unis. Dessinée par trois côtes rocheuses malmenées par les éléments, la péninsule de Dore semble détachée du reste du monde. Avec moins de 3 km de large à sa pointe nord, on y trouve de vieilles fermes, des exploitations viticoles et des champs de blé. Mais les dangers qui menacent les bateaux sur le lac Michigan sont toujours bien réels. C'est pourquoi 11 phares ont été érigés le long des côtes de la péninsule. Le phare de Cana Island est peut-être l'un des plus spectaculaires. Dressé sur la côte est de la péninsule, il constitue l'un des symboles du Wisconsin. Sa lumière guide les navigateurs depuis la fin du XIXe siècle. Mais la lentille est aujourd'hui automatisée et contrôlée par ordinateur. À 30 mètres de hauteur, on peut admirer le lac Michigan, le troisième des grands lacs d'Amérique du Nord par sa superficie. C'est l'endroit idéal pour contempler toute la beauté du Wisconsin.